Bonjour à tous, je vous laisse vous installer confortablement et puis on va commencer cette deuxième conférence. Voilà, j'espère que tout le monde est dans la salle, tous ceux qui veulent y assister. Et on commence parfaitement à l'heure. Donc on est, après ce premier temps d'échange que nous avons eu ce matin, brillantissime, sur les déterminants de la prise de décision, cette deuxième conférence va plus se concentrer sur l'information de la donnée dans le cadre de cette prise de décision. C'est un sujet essentiel dans nos réflexions, puisque la façon que nous aurons de structurer la donnée, de la qualifier, de l'exploiter, va avoir une incidence forte sur le processus de décision. Donc, cette conférence a été préparée par les membres de Digital Habitat. Donc, on a Olivier Catolino sur monlogement.ai et Johan Breuil sur Adéquation et moi-même de Novamap. Et on a structuré cette conférence en 3 temps. Un premier temps avec nos 3 speakers qui vont nous apporter leur regard croisé sur ce que ça a changé dans leurs organismes et organisations et entreprises respectives que de digitaliser cette information dans leur prise de décision. Un deuxième temps sur lequel on regardera les facteurs de succès qu'ils ont examinés sur cette prise de décision. Et un troisième temps où ils essaieront de décliner en cas d'usage pratique. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Olivier qui va présenter nos 3 intervenants, nos 3 invités. Bonne conférence. Merci William. Alors bonjour à tous et à tous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. On a 3 invités qui auront des regards complémentaires et qui vont vraiment enrichir cette journée de leur éclairage. Alors je vous propose pour démarrer de les laisser se présenter leur entreprise et bien sûr leurs activités. Commençons par vous, Cécilia Gégère. Vous êtes donc DGA de Vivest, filiale d'Action Logement, et également impliqué dans des différentes missions au niveau du groupe en tant que tel. Oui, donc rapidement, donc je suis directrice générale adjointe de la société Vivest, donc une ESH du groupe Action Logement, 24 000 logements, 360 collaborateurs. On est implanté sur 2 départements, donc un périmètre assez restreint, une forte activité de développement à l'échelle de la société, à peu près 600 à 700 logements neufs par an, autant de réhabilitation. Voilà, j'insiste sur ce point parce que moi je suis plutôt sur les activités de développement et de maîtrise d'ouvrage, mais également sur les projets transverses stratégiques de l'entreprise, projets d'entreprise, digitalisation, RSE, qualité, voilà. Et par ailleurs, j'anime au sein du groupe Action Logement une réflexion sur la digitalisation des processus métiers. Des ESH, donc avec un travail qu'on a conduit en 2022 avec Célence pour identifier des priorités. Donc on a trouvé quand même 10 priorités. Donc 3 ans après, on n'a pas encore fait le tour du sujet. Voilà, donc ça nous amène à faire pitcher pas mal de sociétés qui développent des solutions. Et puis à travailler sur le déploiement, enfin la décision et la mise en œuvre opérationnelle des solutions de digitalisation sur les 47 filiales du groupe Action Logement Immobilier. Merci pour ce panorama très complet. Romain Stern, je m'adresse à vous à présent. Vous êtes donc alors, je ne me trompe pas, directeur de la promotion résidentielle chez Immobilière 3F, mais aussi directeur général donc de la coopérative Clarme. Et vous avez, il est intéressant de le noter, également coécrit un ouvrage sur l'IA dans l'immobilier. J'ai tout bon? C'est bon. Mais là, je suis au titre de représentant de 3F et du groupe 3F, et puis plus particulièrement d'Immobilière 3F sur l'Île-de-France. Donc, j'ai en charge opérationnelle l'activité accession en Île-de-France, et donc qu'on appelle maintenant direction de la promotion résidentielle, c'est-à-dire tout ce qui est accession sociale et abordable dans le neuf, la vente HLM, la vente en bloc, et avec des équipes de maîtrise d'ouvrage intégrées pour le développement de cette activité, donc un spectre assez large. Et puis aussi, au niveau du groupe 3F, un accompagnement des filiales, alors pas sur le sujet opérationnel, mais sur le sujet d'échange pour grandir ensemble, réfléchir sur notre activité et développer des nouveaux projets ou process qu'on peut construire ensemble. Donc effectivement, à titre aussi personnel, j'ai beaucoup d'appétence sur les sujets digitaux et notamment dernièrement d'IA.
À ce titre, je fais partie aussi du groupe, du comité de pilotage de l'Action Logement sur l'IA générative qui s'est mis en place courant de l'année dernière, et référent aussi donc, dans ce cadre-là de l'IA pour le groupe, sur des sujets qu'on prend à bras le corps dans nos entreprises. Très bien, merci beaucoup. Sébastien Curtet, alors ce qu'on aime bien au Digital Habitat, c'est élargir un petit peu, entendre des voix qui sont un petit peu extérieures au monde stricto sensu des bailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on a invité Sébastien Curtet, qui travaille donc chez Bouygues Habitat Social. Il y a une proximité avec le monde du logement social, bien sûr. Néanmoins, ce n'est pas spécifiquement une entreprise de logement social. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir cet éclairage-là. Donc, vous exercez chez Bouygues Habitat Social depuis un petit moment, et aujourd'hui, vous êtes en charge de la transformation numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, en effet, bonjour à tous. Donc, j'ai démarré, j'ai 15 ans dans l'entreprise Bouygues, et j'ai démarré en tant qu'ingénieur travaux. Donc, j'étais sur le terrain. Je réalisais les opérations en réhabilitation, en site occupé et en transformation d'actifs. Donc, j'ai accompagné des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, et puis mes compagnons, mes sous-traitants dans l'exécution des chantiers. Et petit à petit, avec l'essor des outils digitaux, l'idée de simplifier la manière de faire son métier, de collecter les données plus rapidement, est venue. Et du coup, maintenant, ça fait 5 ans que je suis responsable de la transformation digitale, donc au début d'Habitat Social, et puis également de la business line Habitat Réhabilité chez Bouygues, donc pour tout ce qui va être réhabilitation, transformation d'actifs, rénovation de copropriété. Et l'idée, effectivement, c'est de regarder comment les outils digitaux et la transformation numérique doivent être accompagnés de tout ce qui va être changement et pédagogie pour qu'un compagnon utilise un outil, qu'un directeur travaux puisse exploiter la donnée dernière et qu'elle puisse servir à nos clients. Très bien, merci beaucoup. Vous voyez, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a 3 intervenants qui non seulement ont une activité propre au sein de leur filiale, leur entité en tant que telle, mais qui ont aussi une activité au niveau du groupe, un petit peu plus large. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on ne l'a pas introduit tout à l'heure avec William, mais on a mis en place ce qu'on appelle un Slido. Alors ça vous a été présenté au tout début des conférences. L'idée étant de mesurer un petit peu, de faire participer un petit peu l'auditoire à la conférence en fin de compte. Donc ce qu'on vous propose, c'est de participer de 2 façons différentes, soit avec le QR code qui est là. On va lancer, Nina, normalement on va lancer le questionnaire. Et puis ceux qui sont en ligne, on me dit que ça y est, merci. Et ceux qui sont en ligne vont avoir directement le lien, je crois, sur l'ordinateur, quoi. Pour la première question, le premier questionnaire, c'est selon vous, le rôle de la data dans la prise de décision, c'est 1, on en parle beaucoup, mais ça ne nous aide pas énormément. 2, ça a toujours existé et ça nous aide de plus en plus. 3, c'est utile, mais ça nécessite beaucoup de travail. Et 4, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc on sera heureux de récolter vos avis. Continuons donc sur les premières interrogations. Il s'agira donc de savoir comment est-ce que dans les organisations, en quoi dans ces organisations, l'arrivée de la data et du digital a fait évoluer les process, les modalités de décision. En somme, qu'est-ce qui a changé ? Romain Stern, vous nous avez rappelé lors de la préparation de cet entretien, la prise de décision par la data, c'est pas un problème, c'est pas une problématique qui est complètement nouvelle. Ça existe. Oui, c'est vrai que dans nos échanges, je dis donc la data, alors j'enlève le digital là, mais la data au service de la décision, effectivement. Enfin, je dirais que c'est dans le monde du travail depuis l'origine, on prend nos décisions par rapport à des éléments de contextuels, de données, de documents, d'échanges, et on construit notre décision par rapport à ça. Et en dehors de l'intuition qu'on peut avoir, qui est parfois négligé, mais je dirais que globalement, c'est pas nouveau. Digital non plus, c'est pas nouveau. Là, quelle est la nouveauté finalement aujourd'hui et pourquoi on parle plus de ce sujet de la data et du digital au service de la décision? C'est déjà sur la masse de notre data qu'on peut avoir, qui s'est multipliée très fortement. Et sur la facilité des outils qui sont accessibles, même parfois gratuitement, pour traiter cette data et aider à notre prise de décision. Donc c'est là où il y a peut-être un basculement
par rapport à ça, ou là où la data et le digital étaient peut-être plus réservés à des métiers peut-être plus d'experts spécifiques ou autres, il y a une sorte de démocratisation finalement de cette capacité à prendre ces décisions par rapport à un traitement de la data qu'on aura sous la main. Je parle juste d'un tableau qu'on fait traiter par ChatGPT, qu'on croise avec des échanges et sur lequel on peut finalement plus facilement peut-être prendre une décision parce que l'analyse aura été plus rapide ou autre. Donc il y a ça. Et puis je trouve aussi, alors le sujet de la data, moi j'ai finalement un peu de mal avec le terme data, pas parce que c'est un anglicisme, mais parce que je trouve que ça résonne tout de suite uniquement sur le chiffre, sur la donnée chiffrée, quantitative. Et je préfère le terme de knowledge en anglais, connaissance, c'est-à-dire le sujet, c'est la question de la connaissance au service de la prise de décision. Et je trouve que ça élargit le spectre parce qu'en fait, la connaissance, c'est aussi les relevés de décision qui ont pu être pris sur un dossier pendant plusieurs mois ou années, c'est les documents techniques qu'on peut avoir dans le cadre d'un chantier, donc c'est de l'écrit. Voilà. Et c'est là où on a aussi un nouveau paradigme, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée écrite, cette connaissance, on peut l'utiliser avec les outils digitaux, ce qu'on ne pouvait plus difficilement faire hier. Et donc, ça repose plein d'autres sujets, d'autres questions par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que j'aime bien cette notion de connaissance. Et donc là, après, derrière, ça pose la question de comment récupérer cette connaissance et la connaissance de l'entreprise, etc. Voilà, c'est un petit peu ça mon cheminement, en tout cas, autour de ce sujet-là. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que si je résume, ce qui est nouveau, c'est pas tellement que la donnée existait déjà dans la prise de décision, c'est que c'est cette notion de masse de données, c'est-à-dire qu'on a une quantité, une démocratisation, une diffusion de la donnée qui est plus large, mais aussi qu'on ne s'arrête plus uniquement à des données qui sont des chiffres en tant que tels, mais de la connaissance écrite qui peut provenir d'autres sources de données et qui viennent finalement enrichir cet écosystème. Vous partagez, vous, Sébastien, sur ce sujet, sur le fait que ça ait déjà existé, mais que ça a quand même accéléré et diversifié? Alors effectivement, je vais rebondir aussi sur la connaissance avec des cas d'usage, on va dire concrets. Quand on fait une rénovation en site occupé, on va pouvoir parfois changer le programme de travaux suivant ce qui se passe dans les logements, suivant les constatations qu'on a. Et avant, en 2010, on faisait des états des lieux quasiment sous format papier. Il fallait recopier ça dans des tableaux Excel. Il fallait voir les informations et mettre à jour. Et cette capacité et cette difficulté d'aller mettre à jour demandait une énergie qui était quand même assez considérable pour avoir les données qui permettent de prendre les décisions. Maintenant, on a réussi à faciliter avec l'essor des outils numériques et on a effectivement d'énormes volumes de données où on peut voir tout l'historique d'un bâtiment, on peut voir les réclamations qu'on a pu avoir avec les résidents, qu'est-ce qu'on a changé et pourquoi on a changé son produit chez lui. Et du coup, c'est ce qui va permettre de simplifier, d'arriver plus facilement à avoir l'information, là où avant, si Bouygues livrait un DOE à un bailleur, il devait aller reprendre dans les caisses tous les formats de papier pour aller récupérer toutes les infos du logement. C'est devenu facile et il faut que ça reste facile. Alors DOE, pour ceux qui ne sont pas de l'activité construction, dossier des ouvrages exécutés, c'est à la fin d'une opération. On vient collecter en fait l'ensemble des plans d'exécution de tout ce qui s'est passé pendant le chantier. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était dans des cartons. On recevait le DOE. Et l'idée, ce qu'explicite Sébastien Curtet, c'est que l'idée, c'est de pouvoir justement digitaliser tout ça et accéder plus facilement à cette information. Donc face à cette omniprésence de données, Cécilia, vous nous aviez confié qu'effectivement, il y a aussi le risque, quelque part, d'aller en oublier un petit peu le bénéfice. Oui, alors quitte à m'éloigner un peu de la préparation, par rapport à ce qu'il a été dit sur la précédente table ronde et ce qu'on vient de dire là, moi je reprends et ça va rester un peu le tips de la matinée. On a dit est-ce que l'immobilier est immobile? Alors je ne sais pas s'il est immobile, mais en tout cas sa dominante et sa composante patrimoniale, c'est vraiment du temps long. Hein. Quand on dit que le logement c'est du temps long, c'est vraiment du temps long. Moi, ce que je constate, c'est que c'est pas nouveau, la data, le digital, on en parle depuis des années, mais on en parlait quand même beaucoup par rapport à l'avènement de tout l'écosystème serviciel qui s'est développé autour du logement social, plus là-dessus que sur la partie patrimoniale. Quand on a fait
L'audit de maturité digitale dans le groupe Action Logement avec l'ensemble des filiales, c'est un des constats qu'on a fait. C'est que tout le volet patrimonial, maîtrise d'ouvrage, était finalement le moins digitalisé. C'était vraiment un des enseignements. Voilà, parce que voilà, nous on fait pas des. Il y en a qui faisaient tout ce matin des enquêtes plutôt que de faire de la qualité. Moi, je dois dire que sur le digital, c'est aussi un enseignement. Qu'est-ce qu'on fait comme audit? Là, je crois qu'on sait en long, en large, je regarde Grégoire, là où on en est. C'est-à-dire qu'on audite énormément. On a besoin de se rassurer, on a besoin de savoir où on en est. Voilà. Maintenant, est-ce que ça nous aidera à savoir où on va? C'est une autre question. Voilà. Donc, effectivement, pour revenir à la question, c'est vrai que ça a toujours existé, on en parle beaucoup, mais on verra tout à l'heure que la question, c'est comment on prend les décisions par rapport à ce digital, par rapport à cette forêt digitale, par rapport à ce panel de propositions qui est devant nous, comment on arrive à avoir une stratégie autour de cette digitalisation, et puis derrière la mise en œuvre, et puis le pilote, comment on pilote vraiment des KPIs. Moi, je dois dire que sur ce qu'on a pu développer sur les applications digitales, on a encore beaucoup de mal à mesurer, à évaluer concrètement la performance et la plus-value que ça nous apporte. Et ça, comme on voit que ça généralise et que ça coûte quand même très cher, ça, c'est une réflexion. Merci pour ce contrepoint. Yoann, je te passe. Merci Cécilia sur cette réflexion. Puis moi, je voulais réagir, c'était sur le comment du coup. Parce que quand on a préparé cette conférence, on s'est dit, au Digital Habitat, il y a une chose qu'on aime bien, c'est parler concret. On veut des exemples concrets de la manière dont la data et le digital concourent à orienter vos décisions, si tant est que ça le fasse. Donc là, la partie de discussion qu'on doit organiser, elle se veut très concrètement, chacun d'entre vous, je veux que vous puissiez nous donner au public des exemples qui montrent comment, alors en donnant les bénéfices, mais peut-être aussi les points de blocage et les limites, moi j'en sens ça très bien, mais comment, voilà, du concret, s'il vous plaît, dans ce que la data apporte aujourd'hui au quotidien dans les prises de décision. Peut-être Sébastien, j'ai au moins en mémoire un petit exemple très séduisant autour de la prévention d'accidents notamment, qui est un cas d'usage un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude dans nos boutiques d'entreprendre et qui est très intéressant. Je vais sortir un petit peu de la présentation aussi, j'en ai un autre qui me vient en tête. Donc je vais parler de celui-là. Tant que c'est concret, s'il te plaît. On a tous finalement des enjeux environnementaux dans l'acte de construire, dans l'acte de rénover, dans la gestion du patrimoine derrière. Et ne serait-ce que dans l'acte de construire, ce qui impacte le plus, par exemple, ça va être le béton qu'on va mettre en place pour aller réaliser les ouvrages. Il y a une dizaine d'années, on n'était pas encore en train de savoir quelle était précisément la formule, le taux de CO2 que ça donnait pour aller calculer finalement l'impact carbone du bâtiment. La digitalisation a permis de se dire finalement je suis capable de capter sur le terrain qu'est-ce qui est vraiment arrivé sur mon chantier en termes de formulation béton, donc en termes de poids carbone, ce que j'ai réellement mis sur mon opération, et pas simplement juste la commande en disant j'ai commandé 10 000 m3 de béton, mais bien tout ce qui est arrivé tous les jours avec toutes les formulations, tous les petits détails de la centrale à béton. Et ça finalement avant, si on voulait calculer l'impact CO2 du bâtiment, voir en bas carbone où on arrive, c'était compliqué, c'était beaucoup de calculs, c'était du côté de l'ingénierie. Maintenant, on a des chefs qui sont capables de scanner un bon, d'aller rentrer différentes informations à l'intérieur. Et le tableau de bord dans la prise de décision dans la chaîne de valeur, c'est de se dire, voilà ma cible carbone que je dois avoir sur mon opération. Je dois être, je ne sais pas moi, 180 kg par mètre cube. Est-ce que je suis bon dans la cible ou pas? Est-ce que je vais continuer de couler du bas carbone, sachant que je vais arriver en hiver? Je ne pourrai plus en couler. Alors, on ne va pas faire une formation béton, mais suivant les températures, on ne peut pas mettre du bas carbone comme on veut. Donc finalement, avoir la capacité de prendre la décision de savoir si on a assez coulé pour tenir l'objectif de l'entreprise, de nos clients en termes d'enjeux sur l'impact environnemental, c'est un des exemples qui marche bien. Et pour ça, il a fallu digitaliser toute la chaîne. C'est-à-dire que si le compagnon n'est pas capable d'avoir un outil simple qui lui permette de ne pas perdre de temps dans la collecte de l'information, on n'arrive pas à la récupérer pour que l'ingénierie puisse aller faire tous les calculs. Et si on n'automatise pas la data et puis qu'on ne va pas chercher effectivement la manière d'aller calculer tout ça, on n'a pas le tableau de bord
qui est quasiment instantané pour que le compagnon ou les pilotes du projet savent quoi faire derrière. Par rapport à la préoccupation de Cécilia du temps long, pour nous donner, là aussi très concrètement, la mise en œuvre de ce que tu expliques, combien de temps ça a pris dans l'organisation pour diffuser ça, pour capitaliser les données, pour faire en sorte que les reportings s'observent et que les décisions au bout de chaîne, du coup, soient les mieux éclairées possibles? Question intéressante. Il y a plusieurs échelles. Faire un outil digital, je vais dire, c'est facile. Faire utiliser l'outil digital, c'est plus dur. Avoir les résultats, c'est encore un peu plus long. Il faut savoir effectivement l'objectif qu'on veut. Il faut ensuite se mettre en adéquation sur la simplification pour les utilisateurs, parce qu'il ne faut pas que ce soit compliqué pour eux. Et déjà, ça, finalement, c'est déjà peut-être 1 an pour aller mettre en place un outil digital qui corresponde à ce qu'on veut capter quand on sait précisément ce qu'on veut faire, et puis qu'on a déjà des outils et qu'on change quelque chose. Derrière, on va passer peut-être 2 ou 3 ans, puisque c'est pareil, à l'échelle d'une entreprise générale, un chantier, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Donc pour aller former des populations travaux, le compagnon qui est sur un chantier, dans 2 ans, il démarre un autre chantier, il démarre avec une nouvelle technologie. Donc finalement, il faut quasiment 4 à 5 ans pour aller former et acculturer tout le monde. Et puis, les données, on les récupère dès qu'on a l'outil. Mais les données, au début, elles ne sont pas de qualité. Les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils remplissent ça. Il faut donner du sens, il faut accompagner, il faut faire de la communication. Et ça aussi, ça prend un temps. Et c'est ce temps-là, en général, la transformation de la vision et de l'état d'esprit des gens pour dire « Attends, je ne te demande pas d'aller scanner un bon pour aller te fliquer ou pour aller faire quelque chose. Je te demande de scanner un bon parce que ça va nous servir sur tous les enjeux environnementaux, sur la manière de contribuer à ce qu'on va faire, sur la bonne conduite du chantier. » Et ces changements de culture et d'état d'esprit, c'est finalement ce qui est un petit peu long et qui prend parfois entre 5 et 10 ans. Cécilia, vous voulez réagir? Oui, mais de façon concrète, là, nous, on a déployé, alors souvent, c'est les choses simples qui sont les plus efficaces. Donc, quand on a commencé à travailler sur la digitalisation, on s'est dit, il faut qu'on améliore le traitement de la réclamation. Donc, on avait 2 options. On avait soit développer la possibilité aux clients de pouvoir nous pousser plus facilement des réclamations pour qu'on puisse être plus proactif. Et puis l'autre solution, on avait à se préoccuper des personnels de terrain et de leur offrir aussi une possibilité de prendre des réclamations en mobilité. Donc on s'est dit, le locataire, ça va être plus compliqué. Donc on a travaillé avec Sowell sur une application en mobilité pour faire remonter de la réclamation par les personnels de terrain, étayer avec photos, etc. Et puis après, progressivement, on a développé d'autres modules autour de la question des contrôles propreté et autour de la question de la sécurité. Ça s'est super bien passé, ça a été très très vite à paramétrer, à déployer. Et puis on s'est dit, c'est bien, ça marche. Voilà. Puis à un moment... donc c'est au niveau de la clientèle, je dis mais du coup comment ça fonctionne bien? Alors on nous avait dit il y aura beaucoup de problèmes de maturité digitale des collaborateurs, donc il va falloir les accompagner. Donc ils ont été accompagnés pendant 6 mois, ça a été the sujet. Et puis 6 mois après, je dis les premiers retours, qu'est-ce qu'on a comme stats, combien de contrôles ils font, est-ce que ce canal a pris sa part de marché dans le remonté des réclamations? Et en fait, ça avait fait pchut. C'est-à-dire que c'est un outil qui avait été déployé, tous les collaborateurs étaient équipés. Pendant 6 mois, on en a parlé, donc ils l'ont utilisé, mais on n'a pas suivi le dossier, le sujet dans le temps. Et donc, au fur et à mesure, tout le monde a oublié d'utiliser la tablette pour faire ses réclamations, etc. Et là, on s'est dit, il faut vraiment redresser la barre parce qu'on a investi dans un outil qui, finalement, va finir dans le fond d'une armoire avec une tablette qui servira au mieux à caler une patte de table. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, non pas qu'on se dise je vais digitaliser un processus, mais surtout qu'on explique à quoi ça va servir, quelle est la politique qu'on veut développer derrière, et puis le suivre dans le temps. Il y a un côté gadget un petit peu de la digitalisation de temps en temps qui fait perdre du sens. Et c'est ce que je remarque aussi, c'est qu'on a acquis il y a plusieurs années
des applications, des outils digitaux qui n'ont jamais été déployés. Faute de temps, pas le temps de paramétrer, pas le temps de pousser les données dans l'outil. Et puis à un moment, tout le monde oublie. Et puis on se rend compte que voilà, ça reste lettre morte. Donc il faut de la persévérance. Et quand on dit stratégie digitale, moi je pense qu'au même titre qu'on fait un PSP, il faudrait qu'on soit en capacité d'écrire un vrai projet stratégique digital pluriannuel, parce que sinon ça se déconnecte. Ça finit par se déliter. Bon, Romain, Stern, vous, de votre côté, ce risque-là de perdre de vue finalement l'objectif et le bénéfice premier pour lequel on a engagé ce type de démarche, et sa capacité de suivi dans le temps qu'éclaire Cécilia Gégère, c'est dans les exemples, là aussi très concrets, s'il vous plaît, c'est des choses que vous observez? Alors, je comprends ce qu'a dit, puisqu'on a, je pense qu'on a tous pu vivre les mêmes problématiques, mais c'est pas forcément, à mon sens, c'est plus des outils d'amélioration du serviciel, comme vous disiez tout à l'heure, et d'amélioration du travail ou de remontée des données, justement, pour le coup, qui peuvent après permettre peut-être une prise de décision différente sur les patrimoines. Donc, effectivement, c'est l'engagement des équipes, mais c'est peut-être dans les enjeux dont on parlera tout à l'heure, c'est la question de la data, c'est bien, mais quels sont les enjeux et les problématiques? Et je pense que le sujet de la formation, de l'accompagnement sont des sujets autour de ça. Donc, dans les cas concrets que je peux avoir sur les sujets de prise de décision, ce n'est pas des choses révolutionnaires, mais c'est des choses qui sont assez pratico-pratiques. On a chez 3F on a développé la solution Stonal sur l'ensemble de notre patrimoine au niveau de notre parc. Donc l'intégration de toutes les données techniques du patrimoine, donc voilà, un gros travail. Et là, au quotidien, eh ben oui, c'est un partage de connaissances, un partage de données, un partage de connaissances qui s'est rendu très facile et qui est approprié au fur et à mesure par les collaborateurs parce qu'ils en voient tout de suite le gain. Et moi, je me le suis approprié assez rapidement sur l'avantage LM. On parlait tout à l'heure d'avantage LM, parce que très rapidement, ça permet de factualiser finalement des ressentis aussi, parce qu'on peut avoir des ressentis et les agents peuvent avoir un ressenti sur un patrimoine en disant celui-là, non, c'est terrible. Vous allez voir les éléments techniques et vous voyez que finalement, c'est peut-être pas si terrible que ça et qu'il faut aller voir un peu plus loin. Donc c'est vraiment ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un gain de temps et il y a un partage de la connaissance au niveau de l'entreprise. Ce qui pose plein de questions, on peut en parler aussi au niveau des enjeux, de questions de la gouvernance de cette donnée aussi dans le temps. Parce que finalement, c'est ça dont on parle, c'est des sujets dans le temps. Un autre sujet assez spécifique, c'est la cartographie de développement, où on a fait un travail assez simple avec Geoptis, qui est une solution assez simple. Et on a travaillé sur des scorings qu'on a nous définis sur les territoires en Ile-de-France, en disant voilà, s'il y a une pression sur l'emploi, donc dans le cas de notre action du groupe Action Logement, c'est important pour nous, si le taux SRU est de tant %, voilà, différents critères qui donnent des points sur 1000. Voilà. Et la même chose en accession, donc c'est en locatif, en accession en logement intermédiaire. Ce qui nous a fait une cartographie de l'Île-de-France, là aussi factuelle. Et qui, moi j'y vais, quand il y a des sujets de développement, mes amis développeurs viennent me voir sur un développement d'une opération, le premier truc que je fais, c'est je vais voir la colorimétrie sur cette carte, ce qu'ils ne font pas forcément pour le coup, en disant pourquoi vous venez voir en fait? On n'est pas dans une optique de développement. Donc après, il y a le cerveau et il y a le contexte. On vient me voir, oui, mais si on ne fait pas cette opération, on ne fera pas de logement social, par exemple, ici. Et donc là, on prend le projet différemment. Mais on a cet élément déjà de contexte en disant, ce n'est pas un endroit forcément où on irait naturellement faire de l'accession. Ça, c'est important. Ça n'interdit pas l'intuition, du coup. Ça n'interdit pas du tout l'intuition, il faut prendre le contexte, mais ça permet effectivement de savoir où on va, en fait, aussi. On ira peut-être, mais on sait où on va. Et puis, après, des sujets... C'est rassurant dans les décisions qu'ils ont prises, du coup? C'est rassurant. Alors déjà, moi, dernièrement, on peut écarter des sujets directement. Et puis, c'est rassurant parce que je préfère savoir que l'opération va être difficile à sortir que quelqu'un qui vient me vendre du rêve en me disant ça va être super, les prix de vente vont être magnifiques, on va pouvoir vendre. Voilà, ça permet vraiment de savoir aussi où on va. C'est ça, pour moi, la décision, c'est plutôt la question de l'accompagnement de la stratégie. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être plus compliqué, il va falloir prendre des garde-fous, monter l'opération différemment, mais il faut qu'on y aille parce qu'il y a un sujet contextuel et je sais que cet endroit-là a tel critère ou que cette vente HLM que je vais faire est compliquée sur ces points-là. Un autre point plus locataire, je dirais, dans le cadre de la vente, on a pu tester, alors là avec des moyens plus petits,
fichiers Excel, traitement de données et IA, des matchings de locataires entre bien sûr anonymisés, hein, mais entre leur capacité, leur ménage, le nombre de personnes qui sont dans le ménage, leurs revenus, etc. Essayer de voir, de créer des personas qui permettent de mieux orienter notre communication. Donc là, on n'est plus dans l'aide à la stratégie commerciale pour le coup, mais pour moi, c'est un peu l'objet du livre dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai fait avec Fabien Mathieu. C'est un peu ça, c'est comment on peut, en immobilier commercial, aller plus vite, plus loin et plus personnaliser la relation avec le futur acquéreur parce qu'on lui aura parlé directement. Et ça, c'est la data aussi qui peut permettre de le faire. Pas que la data du parc immobilier, mais aussi la data de vos locataires. De locataires. Et je me permets de m'insérer parce qu'on a une question dans la salle. Donc on a 2 questions. Alors c'est des bonnes questions, hein. Je ne sais pas si vous allez réussir à répondre, mais c'est comment conjuguer CSRD et data pour les bailleurs sociaux. Donc la question de la CSRD, même s'il y a un peu une question en suspens législative à ce moment-là. Ah ben c'est bien, il fallait que ça soit un peu vivant. Et une deuxième question qui est peut-être plus pour vous, c'est le BIM construction neuf ou réa ou BIM gestion est-il enfin opérationnel dans vos métiers? Donc une question sur la CSRD, une question sur le BIM. Ah ben avec ça au moins. Qui se jette? Sur la CSRD, mais sans rentrer dans le détail, hein, c'est effectivement une question qui est posée à tous. Donc bon, aujourd'hui, on essaye de consolider, fiabiliser nos données techniques parce qu'elles sont nécessaires pour gérer les actifs, pour faire des arbitrages patrimoniaux. Donc on en a besoin. Nous, on nous demande aussi beaucoup de remontées de données parce qu'on fait partie d'un groupe. Donc on essaie de construire un référentiel de données, un catalogue de données pour élaborer ce qu'on appelle le cadre stratégique patrimonial du groupe Action Logement. Donc il y a quand même 1 million de logements. Donc on voit que c'est une masse. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 160, 170 données techniques référencées que toutes les filiales font remonter. Et effectivement, comme pour la CSRD, on travaille au niveau du groupe, on se dit que toutes les données sur le changement climatique, etc., on va les pousser à travers cet outil CSP pour pouvoir répondre aux obligations de CSRD. Et l'idée de cette plateforme, qui est alimentée par les filiales, c'est qu'elle puisse aussi être implémentée par de l'open data, par d'autres données, notamment sur les questions des données climatiques, des aléas climatiques, etc. Parce que nous, bailleurs, on n'a pas dans nos ERP ou même dans des super tableaux Excel le référencement des zones de retrait, gonflement d'argile et autres. Hein. On n'a pas ces éléments. Donc il faut que cette base, elle soit alimentée par des données externes pour pouvoir être complétée et répondre. Donc il y a des enjeux énormes. Hein, qu'on sait que demain, c'est nos financements qui seront liés à notre capacité à produire aussi ces éléments extra-financiers. Donc là, on ne se fait pas plaisir. Hein. On sait que quelque part, notre développement et notre survie même en dépend. Après, c'est très compliqué. Il y a un nombre de données, on est complètement dépassé par la masse de données qu'il faut qu'on puisse collecter. Moi, quand on voit, on va falloir, par exemple, être en capacité de donner la consommation d'eau qu'on a sur une entité bâtimentaire. Mais précisément, mais personne ne sait comment faire ça. Enfin, alors après, on nous dit le digital, vous avez tous vos exploitants qui sont là, tous vos équipements. Il y a des capteurs sur tous ces équipements-là. C'est collecté par vos fournisseurs. Là, le digital va vous permettre de mettre en relation les bases de données, les plateformes de données pour que ça communique davantage et que vous puissiez récupérer. Voilà. Oui, c'est plein de promesses, mais concrètement aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les outils entre eux ne sont quand même pas compatibles. Il y a une communication, une interopérabilité, comme on dit, qui n'est pas évidente. Quand on voit aujourd'hui à quel point, je suis quand même obligée de le dire, hein, à chaque fois qu'il faut qu'on développe un sujet d'apéisation entre un ERP et... si, il faut le dire quand même. Voilà.
C'est compliqué, hein. Donc, il y a 15 ans, c'était le progiciel, le RP, tout est intégré. Et puis après, on s'est rendu compte que celui qui fait tout, au final, il ne fait pas grand-chose de bien. Donc, on a un truc un peu généraliste et il faut aller chercher d'autres solutions. Voilà. Sauf qu'on a aujourd'hui en face de nous des éditeurs qui ont une attitude de protection. On peut le comprendre, hein, d'un point de vue économique. Et ça rend très difficile le choix, la décision justement par rapport à la digitalisation, puisque on manque de visibilité, on manque de sécurité, on manque de sérénité. On a des outils qui ne couvrent que des morceaux de périmètre qu'il faut qu'on arrive à faire communiquer entre eux. À un moment, on nous dit mais on n'y comprend plus rien, c'est le bordel, pardon. Et on se pose des vraies questions sur la robustesse et sur la pérennité en fait, et la durabilité de ces investissements. Voilà, donc... Je ne doute pas que Sébastien ou Romain n'aient pas envie de réagir quand même. Moi, très rapidement sur le CSRD. Moi, je pense que sur le BIM. Ouais, le BIM, je n'interviendrai pas sur le BIM, mais sur le CSRD, enfin, moi, je trouve, en même temps, on peut avoir un autre angle. On peut dire que c'est aussi une chance pour nous, bailleurs, parce que finalement, la question de la gestion de la donnée, on n'est pas les spécialistes de ce sujet-là par rapport à d'autres secteurs d'activité économique. On a de la donnée, on en a beaucoup, mais on n'est pas les plus en avant sur la gestion de cette donnée-là. Et donc, c'est aussi là où ça bloque, un peu pour nous, peut-être plus compliqué peut-être que dans d'autres industries, c'est que le CSRD nous oblige à remonter beaucoup de données, à traiter beaucoup plus de données qu'on le faisait avant. Et c'est là où peut-être que ça coince un petit peu. Donc, on peut se dire aussi que c'est peut-être une chance pour que collectivement, on mûrisse plus vite sur la question de la gestion de la donnée et donc sur la capacité de cette donnée à nous aider à prendre des décisions en dehors de la remontée uniquement pour le CSRD. Voilà. Sébastien ? Alors, j'ai envie de rebondir sur 2 points avant de parler du BIM, si on me le permet en termes de timing. C'est William qui fait le timekeeper. Alors, je vais essayer de faire vite, mais on parle de low-tech dans le bâtiment, et pour moi, on devrait aussi parler de low-tech dans le digital, dans le sens où on a fait d'énormes promesses sur tout un tas de sujets. On peut avoir des stores qui vont se baisser, descendre suivant l'orientation du soleil, qui vont nous permettre d'aller mesurer la consommation du bâtiment, etc. Et in fine, à la fin, quand on est dans les bureaux, on aurait bien juste voulu éteindre le store ou le baisser, baisser le store ou le remonter suivant nos besoins. Et tout ce qu'on a connecté avec toute la promesse initiale, finalement, c'est peut-être un peu trop. Quand on veut commander une ampoule, il y a peut-être 50 paramètres qui vont venir dans cette ampoule. Peut-être que pour un gardien d'immeuble, c'est compliqué finalement d'aller faire ses commandes, d'aller regarder ça. Donc on parle de low-tech là-dedans, et on parle pour moi de low-tech aussi en digital, c'est qu'entre toutes les promesses qu'on peut faire en numérique, il faut revenir à un moment sur qu'est-ce qu'on a besoin réellement. Et du coup, si je prends l'usage par rapport au BIM maintenant avec cette corrélation, ça tient ses promesses. On a fait beaucoup de promesses sur le BIM. On a énormément communiqué autour des jumeaux numériques, de la capacité à aller calculer des choses, de ce fait de se dire qu'on peut mieux comprendre l'écosystème avec une modélisation 3D, etc. Je pense que parfois, on se trompe un peu de cheval de bataille. L'enjeu du BIM, c'est pas tant la modélisation, c'est d'arriver à collaborer et à maintenir la formation à jour souvent. Et la data, finalement, est quelque chose qui permet d'aller sauver le BIM quelque part, puisque avoir une jolie maquette 3D 10 ans après avoir construit un bâtiment, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, savoir ce que j'ai mis dans le logement, toutes les fiches techniques, toutes les données qui sont liées à ça, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est comment est-ce que le BIM peut permettre d'aller exploiter la donnée, aller se déverser dans des ERP, et dans les logiciels de gestion et de maintenance. Et ça a pris du temps, parce que de la même manière, côté Bouygues, on a fait beaucoup de choses en termes de modélisation et autres. On a proposé des DO numériques, on a proposé des modélisations, on a proposé du BIM. Côté bailleur, à un moment, il y avait aussi, il faut être prêt, il faut être capable, il faut choisir son ERP, il faut se dire, est-ce qu'on va se planter ou pas avec tel choix de logiciel? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et finalement, le BIM, c'est des acteurs, et c'est beaucoup d'acteurs, parce qu'il faut que le sous-traitant il soit prêt à le faire avec ces modélisations. Il faut que l'entreprise qui réalise soit prête à le faire, à le mettre à jour, à le maintenir et à le faire vivre. Et il faut que l'exploitant derrière soit prêt à l'exploiter. J'ai son rôle ingrat de compacter. Je vais répondre. Est-ce que ça tient ses promesses? Ça tient ses promesses
si on a dosé l'effort au bon endroit et si on a mis les moyens. Et du coup, après, il faut arriver à jauger. Ça peut tenir ses promesses. On a encore plein de questions, je ne les pose pas, on les posera à la fin pour ceux qui nous posent des questions, je ne les oublie pas. Et la CSRD, pas de panique, on parle de la reporter de 4 ans, donc il y aura peut-être un peu de temps. Ça nous laisse un peu de temps. Et on reprend le fil de notre conférence. Non, ce qui est certain à vous écouter, c'est qu'en tout cas, les cas d'usage, et merci d'avoir joué le jeu de rendre ça concret, c'est important, je pense, témoignent une nouvelle fois du fait que la data soit devenue un des déterminants prépondérants dans les prises de décision, mais que ça soulève peut-être encore plus d'enjeux que ce que ça ne l'était avant. Et notre dernière session de cette table ronde vise justement à se dire, c'est lesquels ? C'est quoi ces enjeux ? Et là aussi, je crois, Nina, qu'on a poussé une petite question via Slido qui vise à essayer d'avoir de la part du public le plus de réponses possible pour comprendre quel est l'enjeu prioritaire, ou peut-être les 2 enjeux prioritaires à mener pour une prise de décision éclairée par la data. Alors on s'est mouillé, on en a cité quelques évidences, selon nous, avec Olivier et William. La première qui tourne autour de la question de la qualité de la data. La deuxième qui tourne autour du management et de l'évolution de la culture interne autour de la data. Une troisième autour de l'IA, parce que de manière incontournable, c'est un mois de passage qui semble déjà se dessiner. L'interopérabilité des solutions, je crois qu'on l'a pas mal évoqué, la sécurité et la gouvernance de la data. Mais là-dedans, quels sont les enjeux ou l'enjeu le plus prioritaire là-dessus ? Avant de découvrir les résultats que tu nous partageras tout à l'heure, William, évidemment, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet-là aussi. Qu'est-ce qui reste à faire et à mener en termes d'enjeux pour faire en sorte que cette donnée et les solutions digitales puissent très concrètement concourir à améliorer les prises de décision. Romain. Alors sans répéter tout ce que vous avez dit que je partage, parce qu'effectivement, il y a la gouvernance de la data, enfin ça c'est des vrais sujets aujourd'hui, ou de la connaissance, si je élargis encore mon propos. Moi, il y a un sujet, je trouve, qui manque dans ça, c'est la formation. On ne parle pas de l'humain, en fait, finalement, dans toute la liste, on ne parle pas de l'humain, et c'est comment, en fait, on est en capacité, tous, en tant que professionnels, de s'accaparer cette data, ces outils, cette compréhension, comment on va plus loin par rapport à ça. Et en fait, c'est ça qui fera la différence, enfin, à mon sens, c'est comment on sera, à un moment donné, en capacité d'accompagner nos collaborateurs en compétences, là où il y a des sujets de métier qui vont évoluer aussi. Et à appréhender justement ces données dans leur métier, dans leur prise de décision au quotidien. On est quand même fortement chamboulé en ce moment. Il y a quand même tous les jours des grosses évolutions. Voilà, pas forcément toujours, sur lequel on communique pas toujours, mais ça va quand même très très vite. Enfin, moi je vous dis, en 12 mois, je trouve qu'on il y a une évolution technologique autour de l'IA, pour en reparler, qui est quand même assez phénoménale. Donc il y a forcément des choses qui vont être chamboulées. Donc ça, c'est vraiment le sujet de l'accompagnement humain. Vous investissez d'ores et déjà sur ces parties de formation auprès des collaborateurs? C'est des sujets, on est lent. Enfin, on va se dire le contraire, on est lent. On est une entreprise comme 3F ou Action Logement, voilà, c'est des grosses structures, donc on n'a pas l'agilité de plus petites structures, ça c'est évident aussi. Après, oui, c'est des sujets dont on parle. Il y a un sujet de charte sur lequel on travaille au niveau d'Action Logement, au niveau de 3F aussi. Mais il faut investir. Enfin, moi je dis, c'était un des propos que je porte souvent, il faut investir sur la formation, sur l'accompagnement, sur la montée en compétences autour de ces sujets-là, parce que c'est ce qui fera la différence, à mon sens, dans les entreprises à terme. Et si on ne le fait pas, on peut prendre du retard. Surtout quand on sait, des fois, dans certaines entreprises, qu'on a aussi encore des personnes qui ont un peu de mal avec Teams, quoi. Enfin, il faut dire les choses, c'est qu'il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on parle d'IA, on parle de traitement de la data, mais déjà, il faut savoir se servir de Teams et de tous les usages. Donc, il y a une question qu'il faut se remettre en question autour de ça, et vraiment, moi, le sujet formation me semble même à mettre en haut, parce que votre sujet dont vous parliez tout à l'heure, si les gens ne vont pas accaparer de ça, c'est un échec en fait. Ça tombe à l'eau, on va investir, etc. Et derrière, il ne se passe rien. Cécilia, Gégère, vous partagez cette notion autour de la formation et puis peut-être plus globalement des questions de culture aussi autour de la data et du management qui va avec dans les entreprises? Oui, juste, hein. Teams, ça fonctionne très mal hein, quand même. Non, de tout ça, moi, alors, moi, je crois sincèrement qu'il y a déjà une vraie plus-value hein,
à la digitalisation des process, à l'utilisation, la consolidation, la fiabilisation de la data. Je pense que c'est très puissant. C'est des sujets, et de toute façon, ils sont devant nous, et ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Après, je pense que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment démontrer comment le digital, ça améliore et ça favorise la collaboration. Et les systèmes sont tellement fermés aujourd'hui, je le redis, que la collaboration, elle est vraiment entravée, elle est empêchée. Si on ne peut pas faire communiquer les outils entre eux de façon simple, il y a des pertes en ligne, il y a des risques, il y a des problèmes de sécurité, il y a des pertes de temps, il y a tout le travail et là, on n'arrive pas à convaincre les collaborateurs. Moi, quand je veux mettre en place un projet SI, projet immobilier, on me dit il faut que ça marche avec Master qui fait les simuls, il faut que ça soit interconnecté à l'ERP. Et quand on me dit Master, oui, peut-être dans 2 ans, l'ERP, attends, je consulte le plan d'APIisation là. C'est pas possible. Donc on voit que là-dessus, on n'a pas fini d'utiliser des tableaux Excel qui constituent un vrai risque de perte d'informations. Donc que ça devienne collaboratif, vraiment, réellement, que ça favorise la communication et la collaboration, c'est vraiment essentiel. Et sur l'automatisation, sur vraiment la partie collecte je crois qu'on a encore aussi beaucoup de marge de manœuvre pour que ce soit réellement au niveau des attentes qu'on peut avoir sur le sujet. Voilà, donc c'est devant nous, on parle de plein de choses. L'IA, il y a à peu près 3 conférences par semaine, à peu près sur l'IA, voilà. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de l'IA générative? Est-ce qu'on parle de Gravity, de ChatGPT? Parce que dans tous les outils, il y a une couche d'IA. Donc, quand on parle, par exemple, des outils sur le traitement de la digitalisation, du traitement de l'impayé, il y a de l'IA. Quand on parle de la mise en relation offre-demande en location ou la détection des profils pour l'accession, il y a de l'IA. Et puis, le dernier point, c'est quand même la sécurité, parce que tout ça, ça nous ouvre quand même des champs énormes, et y compris des perspectives de générer des nouveaux chiffres d'affaires sur des nouvelles activités, et notamment par rapport à l'utilisation de la donnée des locataires. Et moi, ça m'interpelle. Voilà, qu'est-ce qu'on fera de ça? Et moi, est-ce que demain, parce que j'ai des données sur les locataires et que je suis en capacité, parce qu'il y a l'IA, d'avoir une approche prédictive par rapport à des besoins, est-ce que je peux leur vendre directement ou leur faire vendre à d'autres un certain nombre de services? Et moi, je dois dire que là, ça me pose quelques petits problèmes déontologiques. Alors, je vais essayer de compléter, mais je suis d'accord avec les problèmes déontologiques que ça peut poser sur certains sujets. La transformation digitale qui permet d'avoir de la data, qui permet d'aller mettre ça en place, elle est liée aussi à la transformation des process de l'entreprise et à la modernisation des métiers, des outils qu'on a. Et globalement, le numérique, le digital, c'est que 20% de l'effort à faire, 80% c'est de l'humain. Et tout l'enjeu, c'est d'aller effectivement, encore une fois, transformer la culture de l'entreprise, de montrer comment ça fonctionne, d'expliquer qu'il peut y avoir du droit à l'erreur, d'expliquer aussi et rassurer les gens sur oui, on a des données, oui, tu n'es peut-être pas bon à l'instant T, mais t'inquiète pas, on le sait. Parce que de la donnée en live tout le temps sur tout un tas de sujets peut amener des effets de panique, des effets de je suis complètement fliqué, ou tiens, là je suis mauvais, et puis du coup on va s'en rendre compte alors que j'étais bon hier, c'est pas juste. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur rassurer les collaborateurs, sur déjà effectivement l'éthique, la culture de l'entreprise, la manière dont on va utiliser les données et dont on va les accompagner. Là, un des premiers enjeux, c'est celui-là, c'est de les rassurer pour moi. Le deuxième enjeu, c'est de les former pour qu'ils puissent maîtriser l'outil. Parce que du coup, effectivement, dans les formations,
une population de nouveaux arrivants qui arrivent, en général, ils ont grandi avec les nouvelles technologies, ils sont un peu plus à l'aise, etc. Une population d'opérationnels qui va utiliser un outil tous les jours, elle va l'avoir entre les mains, donc elle va se former naturellement. Mais à un moment, il y a toute une couche d'entreprise ou de hiérarchie intermédiaire qui n'est pas formée, qui ne sait pas maîtriser. Et c'est ces gens-là qui managent en plus les nouveaux arrivants et qui ont les nouveaux outils. Donc embarquer toute la culture de l'entreprise et former tout le monde, c'est parfois le deuxième axe, la culture de l'entreprise et formation sont effectivement les choses les plus essentielles. Je suis d'accord avec toutes les problématiques d'API, puisque j'en ai avec quasiment beaucoup d'éditeurs et beaucoup de clients aussi, de maîtres d'ouvrage, puisque dès qu'on va vouloir faire quelque chose, l'idée c'est de pouvoir se connecter, de collaborer. Et un des enjeux, effectivement, c'est toutes les notions de sécurité, d'APIisation qui vont permettre de gagner du temps d'un outil à l'autre. Si un bailleur utilise un logiciel de réclamation en GPA ou en SAV, je ne vais pas aller lui demander de le recopier dans mon outil. Il faut que je puisse avoir quelque chose de simple pour que moi je puisse exploiter et puis que derrière ça puisse revenir en information. Tous ces enjeux-là, c'est les difficultés effectivement, c'est comment on fait gagner du temps aux collaborateurs, le rassurer, le former, que ça communique avec les autres outils. C'est les priorités et les enjeux essentiels que pour le moment personne n'a résolu. Eh bien, l'audience est d'accord. L'audience, elle dit que la donnée, ça a toujours existé, mais ça s'accélère de plus en plus. L'audience, elle dit surtout que c'est utile, mais que ça prend beaucoup de temps, que ça demande beaucoup de travail. C'est la réponse numéro 1 du premier questionnaire. Et qu'on ne peut plus s'en passer. Donc l'audience, elle dit que la donnée, c'est dans notre vie maintenant, ça s'accélère. Mais l'audience, elle dit aussi que l'enjeu principal, c'est d'arriver à avoir des données de qualité. Quand tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait des questions, on a plusieurs questions sur comment on s'assure de la qualité des données. Donc, je vais finir de vous donner les résultats et puis je vous inviterai à conclure sur cette question puisque c'est les quelques questions qu'on a eues en séance que je n'ai pas posées. On a aussi un point important sur l'interopérabilité qui est relayé et sur le management et l'évolution de la culture d'entreprise. Donc, on peut résumer ça ainsi. En gros, on a une importance de la donnée, on est un peu au milieu du gué et pour arriver de l'autre côté de la rive, il faudrait que tout ça soit plus interopérable et plus approprié par les collaborateurs. Et il faudrait qu'on ait des données de qualité dans des projets de gouvernance de données qui sont bien foutus. Alors, comment on fait pour bien faire des projets de gouvernance de données de qualité pour conclure, vous trois? Moi, je vais parler de manière très terre à terre sur la qualité de la donnée. Si on veut que la donnée soit de qualité, la donnée, elle doit être utilisée par la personne qui la saisit. C'est-à-dire que si il va rentrer de la donnée de qualité et qu'il l'exploite derrière, ça va fonctionner. Si il va rentrer de la donnée qui ne lui sert pas à lui directement, même ne serait-ce qu'après, si c'est pour aider son collègue après, on sait que ce sera quand même moins bien saisi. Donc déjà, effectivement, c'est de se dire, c'est quoi la donnée vraiment que je veux avoir et c'est laquelle où je veux mettre l'accent sur la qualité. Premier point, je la fais rentrer par les collaborateurs qui la saisissent, qui ont un besoin, qui ont besoin de l'avoir, puisque naturellement, ils vont la qualifier eux-mêmes, puisqu'ils en ont besoin dans leurs outils derrière. Et deuxième point après, si jamais ce n'est pas suffisant, il faut aller remettre du process avec de temps en temps des revues de la donnée, mais ça va demander de l'énergie. Et la grande question derrière, c'est est-ce que l'énergie que je mets à aller contrôler cette donnée-là, ça me sert derrière? Si la donnée, elle me sert vraiment, la réponse est oui. Et du coup, il faut le faire, il faut regarder, il faut avoir des process, des contrôles sur certains sujets. Si la donnée ne m'intéresse pas plus que ça ou que je ne l'exploite pas assez, j'ai peut-être pas besoin d'aller mettre toute cette énergie dedans. Et la gouvernance de la donnée et la qualité de la donnée, je dirais que c'est vraiment ça. La faire rentrer et saisir par les personnes qui les utilisent, savoir ensuite quelle est la donnée qu'on veut vraiment monitorer et du coup y mettre l'énergie suivant le business ou la valeur ou l'importance en termes de réduction des risques aussi que ça peut engendrer. Vous voulez compléter un peu? Il a tout dit. En tout cas, il a dit l'essentiel. Il a été brillantissime. Ouais, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, j'ai envie de dire, consacrons-nous à la donnée essentielle, celle dont l'exploitation a réellement un usage. Parce que sinon, on est des Shadocks. Si c'est faire de la donnée pour de la donnée, vous voyez les Shadocks, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, il faut évidemment dans la gouvernance de la donnée qu'il y ait une structuration projet, qu'il y ait des référents data, des référents données dans chaque service, autour de chaque processus métier.
Mais ça, c'est très vrai aussi. Si vous demandez à quelqu'un de saisir de la donnée sans qu'il ait compris à quoi ça servait, sans qu'on ait dégagé des usages prioritaires, bah, c'est contre-productif et ça ne fonctionne pas. Donc, donner du sens, que les gens comprennent pourquoi la donnée a une valeur, c'est quoi l'usage, en quoi c'est prioritaire, et évidemment, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de rituel autour de la donnée, avec la notion de référent, avec des comités de pilotage pour animer cette culture data en interne. Le mot de la fin. Ouais, d'autres responsabilités. Non, mais je partage. Donc, ça amène des sujets de gouvernance de la data, ce qu'on a mis en place nous sur Stonal avec des référents experts par type de métier, etc. Enfin, ça nécessite de repenser aussi nos formes de comitologie interne autour de ça. Mais je pense que c'est essentiel parce que, et là, je vais citer, peut-être pour finir comme ça, le cahier repère du SH que Julien a coordonné, je le vois au fond de la salle, où il y a tout un, je l'ai lu, Julien, et il y a toute une partie sur la data et la décision. Et donc, justement, où ils disent que la maîtrise de la donnée, la maîtrise de cette donnée, donc, et de la qualité de cette donnée, est essentielle. Et de mettre de l'humain dans l'IA est essentiel. Et que ça peut être un levier de différenciation pour nos entreprises et finalement une évolution de notre stratégie d'entreprise et je dirais, de changement de paradigme pour nos entreprises et de structuration un peu différente au fur et à mesure de notre activité. Et je pense que voilà, j'invite chacun à regarder ce cahier qui est vraiment orienté sur la maîtrise d'ouvrage et l'IA et qui aborde ces sujets-là. Et je trouve qu'il y a pas mal d'enseignements à prendre et celui-là me semble nécessaire, la maîtrise de la donnée et l'humain dans l'IA. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit parce qu'il est temps d'aller se sustenter. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui sont dans la salle et rendez-vous à la prochaine conférence. Bon appétit à tous.